Avant, quand il n'y avait pas de courant, on souffrait. Même pour sortir, pour aller voir quelqu'un, on allait discuter, on ne peut pas. Il y avait à cause des serpents, même les trous qui sont sur la route. On allumait des lampes, on payait des pétrole pour mettre dans la lampe pour allumer. Donc on avait tous les problèmes du monde. Longtemps privés d'électricité, aujourd'hui, les habitants de Tahakro sortent de l'obscurité et célèbrent l'événement. Dieu merci. Grâce au président Alassane. Issouf, lui, avait opté pour les panneaux solaires pour conserver fruits et légumes et offrir des produits frais à ses clients. Ici, venant à Tahakro, depuis 2013, il n'y a pas de lumière. Bon, on vivait très mal, on ne vivait pas bien. La nuit, on est là, on ne sait pas où on va partir. Dieu merci, aujourd'hui, en 2017, on a eu lumière. La nuit, on est content, la journée, on est content. Grâce au président de la République, on a eu courant, on est très content aujourd'hui. On attend compter maintenant, on va installer le congélateur, le frigidaire maintenant, et puis c'est fini. Le président du conseil régional et le président de la mutuelle de développement de Tahakro sont unanimes sur un fait. Le changement que l'électrification du village va opérer dans la vie de ses populations. La disponibilité en électricité sous-tend la fourniture de services essentiels comme l'éducation, en apportant la lumière dans les écoles et les foyers, la sécurité sanitaire, des aliments par la réfrigération, l'accès aux technologies de communication et à moyen et long terme, l'amélioration de la productivité des activités agricoles et économiques grâce au pompage de l'eau, au système d'irrigation qui concourt à multiplier les récoltes. La connexion au réseau électrique de Tahakro a coûté 252 millions de francs CFA. Un projet d'électrification des 60 autres villages de l'indénié Djouablin sera bientôt mis en œuvre. En attendant, les villageois de Tahakro font la fête et gardent au fond d'eux l'espoir d'avoir accès à l'eau potable dans un avenir proche. Contribuer au mieux-être de la jeune fille en l'occupant sainement pendant ses vacances est le but de l'atelier d'écriture initié par l'ONG Genre, Parité et Leadership Féminin. Lire, écrire et surtout parler en français va relever le niveau des participantes. On pourra mieux s'exprimer et pouvoir parler en public. Ça nous permettra aussi d'expliquer nos problèmes de la famille. Comme je ne suis pas forte en français, pendant ces vacances, je vais m'exercer à lire et à écrire de cet atelier d'écriture. Leurs parents ont été sensibilisés afin de ne pas être un obstacle à ce projet. Une façon pour les organisateurs de combattre les mariages précoces et de donner à ces jeunes filles la même chance que les garçons. Notre atelier s'inscrit en fait dans la lutte contre le mariage précoce et les grossesses en milieu scolaire. Nous sommes vraiment des militantes des droits de la femme et nous sommes contre le fait que les filles sortent de l'école pour être mariées, sortent de l'école parce qu'elles sont enceintes. Nous les occupons sainement, nous leur inculquons en même temps de très bonnes valeurs. Plusieurs représentants d'organisations nationales et internationales approuvent l'initiative. Cet atelier va permettre à la jeune fille de savoir qu'elle peut écrire, qu'elle peut faire ce qu'on croyait être réservé seulement à l'homme. Donc moi je pense qu'au niveau psychologique, il y a une action qui se mène, une confiance en soi et surtout la parité. Elles ont bien travaillé pendant l'année scolaire et pendant les vacances. Elles viennent apprendre à écrire, elles viennent apprendre à lire, elles viennent apprendre à s'exprimer comme leurs aînés. Et donc qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc c'était important qu'on soit là pour encourager ces jeunes filles-là devant leurs parents. On compte sur elles pour la relève et on compte sur elles pour pouvoir bien écrire. Cet atelier d'écriture sera aussi un lieu d'expression pour ces jeunes filles qui vont à travers des tests et poèmes raconter des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Des cigales et du Beethoven. Au festival de la Roque d'Enterron près d'Aix-en-Provence, de jeunes musiciens professionnels prennent les conseils de grands maîtres.
Malgré le cadre idyllique, les consignes sont parfois véhémentes. Si tu as des moments de colère dans ta vie, plutôt que tabasser quelqu'un, c'est là. Tu vois, c'est l'endroit où tu peux te défouler. On refait ? Depuis 37 ans, ce festival est un carrefour d'échange pour les pianistes du monde entier, aussi bien jazz que classique. Il s'ouvre désormais à d'autres instruments. Aujourd'hui, le professeur, c'est le violoniste du trio Wanderer. Ça fait au moins 15 ans qu'on vient donner régulièrement des masterclass. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est qu'avant, on a été élève. Donc en fait, on n'a jamais quitté la rock, quoi. On est passé du statut d'étudiant, comme eux, à professeur assez rapidement. Le public, lui aussi, revient tous les ans et pas besoin d'être un expert du classique pour apprécier. Je ne comprends pas tellement de ce qu'il s'agit en détail, c'est-à-dire les instructions ou bien les avis, mais je comprends très bien que tout le monde a vraiment le plaisir de jouer. Les membres du trio Métral sont frères et sœurs. Figure montante de la musique de chambre en France, ils jouent Beethoven depuis leur petite enfance. Il nous a poussé un peu dans nos retranchements pour servir Beethoven en fait, parce qu'il nous a bien fait comprendre aussi le message que Beethoven voulait passer. Et par là, oui effectivement... Il nous a aidé à aller plus loin. Aller plus loin, oui. Dans le son, dans l'intensité. Le soir, c'est avec un autre compositeur, Mendelssohn, qu'ils appliquent la leçon dans le village voisin de Saint-Andiol. Le festival se poursuit jusqu'au 19 août. Robert Anderson descendait les eaux peu profondes de la rivière indienne en direction de Fort Mill, où il allait chercher des provisions pour les hommes en quête d'or, à Golbolton Creek. Constatant que les eaux peu profondes de fin d'été mettraient son embarcation légère en péril, il décida de descendre à Klondike. Anderson avait deviné que la rivière de Golbolton aboutissait dans la Klondike. Ce fut une décision de conséquence, car cela lui permet de faire la connaissance des hommes qui, le 17 août 1896, firent la découverte qui déclencha la ruée vers l'or du Klondike. Il parcourut toute la Nouvelle-Zélande, l'Australie et d'autres endroits éloignés, toujours sans découvrir beaucoup d'or. Au bout de 5 années de recherche, il décida de tenter sa chance dans l'hémisphère nord. Il remonta les Rocheuses jusqu'au Colorado 14 ans plus tard. Comme tant d'autres, il partit en direction nord vers l'Alaska. Lorsque le trio atteignit Golbolt, il cherchait de l'or, mais il ne jalonnait pas de concession. Lorsqu'ils partirent, Kamak dit à Anderson qu'il lui ferait parvenir un mot par l'entreprise des Autochtones s'il trouvait quelque chose à Rabbit Creek. Ils atteignirent finalement la fourche de Rabbit Creek et se rendirent 1 kilomètre plus loin avant d'établir un camp. C'était le 16 août. Le lendemain, après avoir trouvé quelques traces d'or, l'un d'eux découvrit une pépite de la grosseur d'un pouce. On ne sait pas vraiment qui trouva l'or. Kama insista que c'était lui. Mais Skookum Jim et Tajit Charlie s'accordaient pour dire que Kamak dormait sous un bouleau. Lorsque Jim, qui lavait un bac à vaisselle dans le ruisseau, fit la découverte. Ils exposaient un substratum rocheux rempli de filons d'or. Kamak et Charlie partirent en direction de Fort Mill pour inscrire leur concession. Toutefois, ils répandirent la nouvelle à tous ceux qu'ils rencontrèrent. Par le temps que la nouvelle parvint à Anderson, la ruée vers l'or de Klondike avait déjà commencé. La ruée fut de courte durée. Elle prit fin durant l'été 1898, au moment de la guerre hispano-américaine et de la nouvelle d'une découverte à Nome, en Alaska.